La nécessité de concentrer son action aussi sur des villes et des villes et cantons forcément, à Genève en tout cas, qui participent pour une énorme partie au fond à l'émission de gaz à effet de serre. Monsieur Gers, je vous laisse la parole. Merci à toutes et à tous. La question, l'économie et les urgences climatiques, intéressant ce pluriel d'ailleurs, sont-elles compatibles? Pour moi la réponse est oui, dans la mesure où l'on définit l'économie comme une science. Il y a la sociologie, il y a l'économie, et en fait la question c'est quelle économie? L'économie est de la science, de la gestion, de la distribution, de la consommation des ressources. Il y aura toujours une production, une distribution, une consommation des ressources, quel que soit le modèle, tant qu'il y a des humains. Donc, la question c'est, est-ce que c'est compatible de manière à préserver la qualité de vie, les libertés individuelles et une certaine justice sociale? Et derrière cette question, je dirais, comme Mme Abdelgraber, ça dépend, parce qu'en réalité, ça dépend de quelle économie. Et je pense que la question qui est posée derrière, il y aura toujours un modèle économique. La question c'est, est-ce que le modèle économique actuel de croissance et de développement qui est basé extrêmement fortement sur le carbone est-il durable? Là, la réponse est non. Le modèle de développement actuel n'est pas généralisable. Mme Abdelgraber l'a bien décrit. On est dans des sociétés industrialisées, on dit même post-industrialisées, mais en réalité, nos pays, l'Occident, représentent un modèle de développement que beaucoup de pays de par le monde cherchent à reproduire, avec des émancipations personnelles sur le confort d'habitat, sur le confort de la voiture, sur tout ce qui va avec. Et ces modèles, ces standards de vie, eh bien, avec une population de 8, 9, selon l'ONU, on arrivera à 11 milliards au milieu du siècle, eh bien, ce n'est pas compatible avec les ressources et la capacité de la planète. Ça, c'est clair que non. Donc, la question pour moi, c'est quel modèle économique nous pouvons développer pour préserver notre qualité de vie, pour préserver les générations futures, pour préserver le climat des générations futures, ça c'est le point de base, préserver notre qualité de vie, c'est-à-dire pas être dans un modèle économique de collapse, et puis comment préserver, et c'est le troisième, pour moi le troisième plan, une certaine justice climatique ou justice sociale derrière ces enjeux-là. Donc comment est-ce qu'on ramène ça à un niveau local qui est celui effectivement des villes ou des agglomérations précis, puisqu'on a ville, canton, aglo, mais en réalité nous sommes une agglomération d'entre 800 000 et 1 million d'habitants, en tout cas d'un point de vue économique justement, sociologique et climatique. Genève fonctionne avec, voilà, c'est au-delà de ses frontières cantonales, avec la France et le canton de Vaud. Tout autre découpage serait absurde vu les questions dont on discute. Et le premier constat, c'est que effectivement aujourd'hui notre modèle de consommation, de vie émet, alors si on transforme avec une autre type de mesure, c'est la société à 2000 watts, c'est l'énergie finalement qu'on consomme, c'est une manière de voir, ou il y a une autre manière, vous connaissez, c'est l'empreinte écologique, le nombre de planètes que l'on consomme. On est sur des modèles où on consomme, nous autres, Suisses, Genevois, entre 3 et 4 fois plus que ce que la planète peut nous donner. Donc on est sur des modèles de surconsommation, puisque nous sommes riches. Nous sommes dans un des pays les plus riches du monde, et à Genève, on est un des cantons les plus riches du pays. Donc du coup, il y a beaucoup d'argent, et en général, quand il y a de l'argent, il y a beaucoup de carbone derrière, puisque le modèle de développement, il y a une corrélation assez forte entre le PIB et les émissions de carbone. Nous sommes effectivement dans un modèle assez dynamique en termes de croissance et économique et du coup démographique. Et puis, c'est peut-être une opportunité justement de faire la ville de demain. Et ça, c'est le grand défi pour moi du Conseil d'État. L'avenir de la planète est aux villes. Depuis 2007, pour la première fois de l'humanité, il y a une majorité des êtres humains qui habitent dans une agglomération et plus en campagne. D'accord, c'est venu évidemment avec la Chine, c'est toujours elle qui fait basculer.
Donc depuis 2007, ça y est, puis la première fois depuis l'aube de l'humanité, il y a une majorité d'êtres humains qui habitent dans les villes. Et une ville, ça peut être extrêmement gourmand en énergie, extrêmement pénible à vivre en cas de réchauffement climatique, on doit parler des résiliences des villes, mais ça peut être aussi, si on la fait bien, le mode de développement, de prospérité et de qualité de vie qui serait compatible avec le climat. Et cela passe fondamentalement par ce qu'on appelle la ville des courtes distances. Aujourd'hui, avec le modèle qu'on a suivi ces dernières années, Genève a beaucoup recruté, hein, ça marche très bien, mais la conséquence, comme on n'a pas, par exemple, construit assez de logements pour les gens qu'on a recrutés, c'est l'étalement urbain, c'est le mitage. Et ça, pour moi, c'est le mauvais côté de la ville déjà. Une ville, elle doit être urbaine. Ensuite, si on s'étale, comme on connaît dans les pays anglo-saxons notamment, où il y a des kilomètres et des kilomètres de villas qui se suivent comme ça, et bien là, c'est plus de la ville, c'est du périurbain, et ce périurbain est extrêmement consommateur d'énergie et émetteur de CO2. Parce que les maisons individuelles, en termes d'isolation, eh bien, émettent par individu beaucoup plus qu'un immeuble, parce qu'un immeuble, c'est le phénomène des pingouins. Hein. Vous savez que les pingouins, sous la banquise, se serrent, parce qu'en réalité, ils retiennent beaucoup plus la chaleur à plusieurs que s'ils sont seuls. C'est pareil pour le bâti. Si vous mettez 10 familles dans 10 villas, eh bien, elles vont beaucoup plus consommer de chauffage que si vous mettez ces 10 familles dans un immeuble. Parce qu'évidemment, il y a un effet de groupe. Et à cela s'ajoute le fait que cet étalement urbain est basé sur l'automobile, la voiture, qui, comme on le sait, est un des grands facteurs d'émissions de CO2 pour l'essence consommée, mais aussi pour l'énergie grise, je tiens à dire, parce qu'on va venir ensuite sur l'électrique, mais l'électrique ne nous affranchit pas complètement de l'impact énergétique finalement de notre mode de vie. Donc, ville des courtes distances, et en même temps ça veut dire ville de la qualité. Ville des espaces verts, ville du partage, ville où on peut effectivement faire ses usages quotidiens, amener les enfants à l'école, aller travailler, etc. en transport public, à vélo, on peut faire ses courses et que finalement la voiture devient un peu l'usage d'exception. Donc là, c'est quand même une réponse par rapport aux enjeux. On dit la voiture, ça a été très longtemps le synonyme justement d'un succès économique de la classe populaire qui montait à la classe moyenne. C'est vraiment le modèle des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on le voit. Et les jeunes passent par exemple beaucoup moins leur permis de conduire. Il y a une chute de 15 points ces 10 dernières années sur le taux de passage de permis de conduire des nouvelles générations. Donc, on voit que la voiture n'est plus le modèle comme ça de demain. Et pareil, le Crédit Suisse, dans ses orientations immobilières sur 20 ans, dit que la propriété privée suisse va décroître. C'est quand même intéressant qu'un institut bancaire prévoit ça en disant mais ça ne va plus être demain parce qu'on est de moins en moins sur l'économie de la propriété, mais beaucoup plus sur l'économie du partage. Et c'est là où j'en viens sur le fait quand finalement cette transition écologique, derrière il y a l'aspect climatique, mais c'est plus large, hein, parce qu'il y a la biodiversité, il y a la gestion des ressources rares, c'est une transition écologique à vrai dire que doit faire nos sociétés, notre économie, va provoquer en réalité beaucoup d'opportunités de business, d'entrepreneuriat, de créativité, de dynamique des femmes et des hommes autour d'un projet, ça peut être lucratif ou pas, ça restera toujours ouvert quelque part, et donc va provoquer une nouvelle économie finalement. Et je crois que pour moi c'est ça le défi. Je suis passé par les villes pour dire qu'il y a un enjeu, parce que je viens de le préciser, mais sur Genève, 2/3 des émissions de CO2 de nos habitants sont liées au bâti et à la mobilité. C'est le territoire. 2/3. Après, il y a l'aviation qui est important, qui est un plus petit bout. Et après, il y a la consommation. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas de compétences locales. C'est très fédéral. Hein, ce que les gens achètent, ce qu'ils mangent, etc. Ça, c'est vraiment des compétences fédérales. Mais les cantons, les villes, les agglomérations, on a quand même sur le gros morceau du 2/3, c'est-à-dire la manière dont on construit notre territoire, dont on y habite, comment est-ce qu'on y habite et comment est-ce qu'on s'y déplace, c'est quand même 2/3 du chemin à faire. C'est un volume énorme. Et en réalité, eh bien, ce chemin-là, et j'en finirai par là, on aura l'occasion de rebondir, de discuter après, mais pour moi, on va dire que c'est une aubaine pour les entrepreneurs. Repassons un petit peu au 19e, au 20e, quand il y a eu le charbon, avec tous ses méfaits aujourd'hui, mais mettons-nous à l'époque de nos ancêtres,
on va construire du train, le ferroviaire, c'est un développement industriel majeur, assez planifié par l'État. On oublie quand même en grande partie que les routes, pareil qu'on est venu après sur le siècle du pétrole, on a fait des réseaux routiers, c'était des investissements publics majeurs qui ont permis un développement économique qui aujourd'hui évidemment est critiquable. Mais je veux me remettre dans l'état d'esprit de ces moments-là de grande créativité entrepreneuriale, de grande dynamique sociétale. On dit mais oui, c'est ça le futur, il est enviable. On a fait des erreurs et aujourd'hui on doit un peu se défaire de cela. Et j'aimerais dire deux choses là-dessus. C'est d'une part, c'est une magnifique aubaine pour l'entrepreneuriat, pour autant que l'entrepreneuriat soit basé sur une faible consommation, une faible émission de CO2, soit le plus faible possible en carbone. Ça, c'est voilà, la première chose. Et deuxième chose, et ça implique les collectivités publiques, c'est qu'il faut fortement investir dans les infrastructures pour permettre cette transition-là. Le privé seul n'y arrivera pas, les citoyens seuls n'y arriveront pas. On a calculé quand même quelqu'un ultra écolo à Genève, de par toute l'énergie grise dans laquelle il vit, il est déjà au-dessus de ce que supporte la planète. Donc on ne peut pas non plus surresponsabiliser les individus. On a tous une partie, on peut trier, on peut faire attention, mais le gros, c'est quand même les infrastructures. Et moi, je crois fondamentalement à une dynamique aujourd'hui où il y a un fort investissement sur les infrastructures pour faire cette transition écologique, et que, comme on avait investi avant dans la société du pétrole, il y a eu de forts investissements publics, et là-dessus, le privé pourra se greffer et amener cette nouvelle économie qui, ensemble, nous permettra d'arriver à une société neutre en carbone. Merci, Monsieur Agers, pour ces propos très intéressants et qui sont focalisés un peu sur la ville. Alors, je me permets de faire une petite brève interruption. Vous parliez d'économie partagée. Moi, j'aimerais partager une information qui est une excellente information pour Genève, qui vient de tomber. Vous savez que le prix Nobel de physique a été attribué à 3 personnes, dont 2 Suisses, 2 Genevois, plus exactement, Michel Mayor et Daniel Coelho, de l'Université de Genève, de l'Observatoire, qui ont remporté ce prix Nobel pour leur découverte de la première exoplanète. Et je le mentionne parce qu'évidemment, ils sont genevois, et puis ils sont venus ici au Club de la Presse, et se sont exprimés à maintes reprises ici. Donc ils font aussi un peu partie en tout cas de la grande famille genevoise, et puis de la grande famille de l'univers, puisque les exoplanètes, c'est relativement loin. Voilà, mais de ce pas, je vais tout de suite, et j'enchaîne, puisque ça tombe bien, je vais pouvoir passer la parole à M. André Borschberger, qui, lui, n'a pas été jusqu'à l'exoplanète, mais qui est resté à combien d'altitude vous étiez avec Solar Impulse au-dessus de... Jamais la même. Jamais la même. Monter et descendre tout le temps. D'accord. Mais donc, vous avez flirté un peu avec les